Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nouvelle nuit de violences urbaines en Guyane. Les gendarmes de Makouria sont intervenus durant la nuit dans le quartier de Soula. Un bus a été incendié alors que dans le quartier Stanislas à Cayenne, c'est toujours l'incompréhension après la mort de Karl Tarad, victime d'une balle perdue. Notez que notre invité ce soir est le président de la CTG, Gabriel Serville. Karl Tarad était un agent de la collectivité territoriale. Des pâtes bio made in Guyane à l'honneur ce week-end à la grande exposition du fabriqué en France qui se tient au palais de l'Élysée à Paris. Elles sont fabriquées, ces pâtes, à Kourou par la société Yana Bio. Nous verrons quel est le secret de la réussite. Et puis le festival passe pour Passerelle des arts scéniques et scénographiques. C'est en ce moment au théâtre de Makouria. Comédiens amateurs et professionnels se sont retrouvés pour un instant de création. La Guyane a connu une deuxième nuit d'émeutes hier. La situation était plutôt calme sur l'île de Cayenne, mais il y avait des incidents notables. C'était dans le quartier de Soula, à Makouria. Jeunes et forces de l'ordre se sont affrontés. Le reportage de Vanessa Etienne et Thierry Viviès. La nuit à Soula a été rythmée par des détonations. Une soirée mouvementée avec des affrontements. Jets de projectiles, poubelles embrasées. Durant plusieurs heures, les émeutiers ont tenté d'encercler les gendarmes. Au plus fort des émeutes, 45 gendarmes ont été déployés à Soula. Des groupes de jeunes se sont rassemblés dans la rue principale et ont commencé à allumer des feux de poubelle. Rapidement, nous sommes intervenus sur zone et nous avons pu interpeller un individu qui est actuellement en garde à vue à la compagnie de Kourou, qui est des jeunes entre 12, 13 ans et 17, 18 ans, qui nous harcèlent et qui avaient annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils pilleraient le Super U. Malheureusement, dans le même temps, on a des gens qui sont sortis du quartier Sablance et qui ont bloqué la RN1 avec une barricade. On a bénéficié de renforts de Cayenne qui les ont délogés et qui les ont repoussés vers l'océan. Il n'y a pas eu de blessés à Soula. Vers 3 heures du matin, un bus face au supermarché a été incendié. À Cayenne, à la résidence Stanislas, là où un homme a perdu la vie la veille au soir, le calme règne. À quelques mètres de là, à la cité Montlucas, pas d'échauffourée non plus. Selon les forces de l'ordre, une soixantaine de policiers a été mobilisée. Ils ont fait face à plusieurs regroupements de jeunes entre 21h et 4h du matin dans les secteurs de Nova Park, Brutus, le village chinois et Mango. À Cayenne, une seule arrestation, un mineur de 16 ans, interpellé pour jet de projectiles sur force de l'ordre et délit d'embuscade. Ces violences urbaines en Guyane ont coûté la vie à Karl Tarad, victime d'une balle perdue jeudi soir, plus précisément dans la cité Stanislas à Cayenne. 48 heures après le drame, ses voisins et ses collègues de travail sont toujours dans l'incompréhension. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Le reportage de Thierry Merlin et Frédéric Larzabal. Qui a ôté la vie à Karl Tarad, au rez-de-chaussée de cet immeuble de la cité Stanislas à Cayenne jeudi soir. Roland Joseph, son chef à la direction de démoustication et des actions sanitaires de la CTG, avait du mal ce matin à contenir son émotion et surtout son incompréhension. La veille, il a travaillé avec nous, il était à son poste et le lendemain matin, on apprend une nouvelle. Tout le monde tombe des nues. On avait une préparation opérationnelle donc, sur le terrain. Tout cela est tombé à l'eau. Donc l'émotion, on est atterré, on est dans les compréhensions. Quel homme était-ce ? C'était un agent dévoué, un agent qui était disponible, qui se rendait disponible, qui pouvait être là quand on le demande. C'était ça, M. Karl Tarad. François Saint-Père a quant à lui bien connu Karl Tarad, un voisin qu'il côtoyait au quotidien. C'est sympa, tout le monde bonjour, c'est bien. Je ne sais pas connaître une histoire, et puis une histoire. Si je dis que je contre lui, je ne sais pas quoi je il est garé là, devant il est garé derrière. Des fois, je ne sais pas ce qu'il était en France. Les vieux qui ont des vieux. Pourquoi il a de la vie? François Saint-Père est désormais orphelin d'un voisin. Karl Tarad, la victime, était âgé de 54 ans et père de 2 enfants.
Et notre invité ce soir est le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville. Bonsoir. Bonsoir, M. Perdus. Une minute de silence a été observée hier dans tous les services de la CTG. Aujourd'hui, comment les collègues de Karl Tarad vont? J'imagine que vous les avez rencontrés. Je les ai eus au téléphone pour certains. Moi, j'étais à Nantes. Ce sont des collègues élus qui sont allés à la rencontre des agents de la démoustication. Je voudrais vraiment présenter mes sincères condoléances à sa famille, à sa compagne, à ses enfants. Également avec mes amitiés au personnel du service démoustication qui sont encore sous le choc. Moi-même, j'ai du mal à réaliser ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. J'étais à Nantes, j'ai vu la vidéo où vous étiez en train de faire le reportage en direct. On a entendu le coup de feu, la détonation. On a entendu quelqu'un crier, mais j'étais à 10 milieux d'imaginer que les choses auraient pu prendre une tournure aussi dramatique. Ce soir, c'est M. Tarad. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Après-demain, ça sera encore une histoire vraiment douloureuse. Et il faut qu'on s'organise pour que ça cesse. Alors justement, les faits de violence dans le quartier sensible connu de Montluca se sont véritablement accélérés durant ces 4 dernières années avec une circulation importante des armes. Comment expliquer que les autorités dont vous faites partie n'arrivent pas à endiguer ce problème? La question que je pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a une volonté réelle d'endiguer ce phénomène. Je l'ai dit, je l'ai répété. Quand j'étais député à l'Assemblée nationale, j'ai fortement milité pour que on éradique l'orpaillage illégal. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré une très forte corrélation entre la présence de l'orpaillage illégal, la circulation des armes à feu, la circulation de la drogue, la prostitution, l'argent sale et le blanchiment d'argent sale, avec tout ce que cela peut entraîner, une économie informelle qui gangrène le territoire. Moi, je considère qu'à un moment donné, il faudra que les services de l'État, tout corps confondu, comprennent à quel point il est nécessaire de désarmer le territoire guyanais. Sinon, on aura beau faire des CLSPD, on aura beau mettre en place des cellules de réflexion. Tant que les armes vont continuer à circuler, on aura ce genre de conséquences. J'ai observé en France hexagonale 3 nuits d'émeute, 0 mort. En Guyane, une première nuit d'émeute, déjà 1 mort. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un indicateur qui ne joue pas en notre faveur et il faudra qu'au plus haut niveau, on prenne conscience de ça. Dans un communiqué, vous avez parlé de s'unir pour agir, s'unir pour mettre en œuvre quelle action? Mais je pense que d'abord, on a considéré que la responsabilité incombe à tout le monde. Les familles sont responsables, les jeunes sont responsables, les élus que nous sommes portons également une part de responsabilité. L'État, pour ceux qui le concernent, a aussi sa part de responsabilité. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société guyanaise qui est en train de radicalement changer. C'est pas la Guyane qu'on a connue il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc il faut nous unir pour pouvoir en faire une auscultation de la réalité, comprendre les phénomènes, comprendre les ressorts à partir desquels les choses se passent ici et qu'ensemble, on soit en capacité de trouver les bonnes solutions. Il n'y a pas de solution miracle, mais je vous répète encore une fois que la présence massive de ces armes à feu qui circulent sur le territoire est un véritable fléau à mettre en relation avec l'orpaillage illégal. Il faut qu'on y travaille. Ne bougez pas, Gabriel Serville, puisque l'association Trop Violence pointe du doigt justement la gestion des émeutes survenues sur le territoire. Les autorités visées sont le préfet de région Chiriquet-Félec, et également vous, président de la CTG. Les membres de l'association parlent, je cite, de mascarade. Pour Trop Violence, la préfecture et la collectivité territoriale de Guyane doivent prendre leurs responsabilités sur le long terme et pas uniquement lorsque la situation dégénère. On écoute Yvan Goua, porte-parole de l'association, au micro de Céline Flezin et Clotilde Séraphin-Georges. L'association Trop Violence souhaiterait d'abord présenter ses sincères condoléances à la famille du monsieur décédé, donc monsieur Tarad. Nous tenons à dénoncer ces faux semblants, cette mascarade. La collectivité territoriale de Guyane fait un communiqué où on déplore et où on demande aux parents ci ou ça. On n'accompagne pas les associations, on ne les finance pas. La politique de la ville ne joue pas son rôle dans le cadre d'actions proposées par des associations de terrain, de quartier, etc. La préfecture ne joue pas son rôle. Quand on l'invite à des réunions sur les mules, elle ne vient pas au niveau de la police nationale. Quand derrière on les invite à une réunion de travail sur l'insécurité à Montluca, ils ne viennent pas. Donc que chacun fasse ce qu'il a à faire, joue son rôle et qu'on arrête cette démagogie parce que c'est pas ce qui va régler les problèmes. Et nous tenons aussi à dire qu'il faut faire confiance aux jeunes. Les jeunes savent ce qu'ils veulent. Ils savent pourquoi aujourd'hui se mobilisent. Ce n'est pas que du suivisme. Ce n'est pas que du suivisme. Il y a aujourd'hui 50% de la population qui a moins de 25 ans. Le Naël avait 17 ans. Donc oui, ça les a interpellés. Oui, ça a mis le feu aux poudres. Mais derrière, nous sommes bien sur des problématiques typiquement guyanaises.
et une absence de mesures et de prise en compte depuis des années de ces problématiques. Gabriel Serville, que répondez-vous à l'association Trois Violences, notamment le porte-parole Yvan Goua? Je ne sais pas s'il faut répondre à Madame Yvan Goua, puisque je l'ai dit dans mon communiqué. Je pense que mettre ensemble nos compétences et nos moyens d'agir va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers la solution. La dynamique qui consiste à se renvoyer comme ça à la balle en disant que c'est l'autre qui n'a pas fait, ce n'est pas celle que je prône. Moi, je sais qu'en 2022, au niveau de la CTG, nous avons accompagné 180 associations qui œuvrent sur le terrain. Nous avons injecté 20 millions d'euros dans le milieu associatif auprès de 20 ligues ou comités. Donc cela veut dire que... Pour Montlucas, ça ne suffit pas quand on voit le résultat. Ça ne suffit pas, mais moi ce que veut dire M. Dickerson-Perdius, c'est que lorsque des habitants de Montlucas eux-mêmes me disent regretter le fait que des fois à 1h du matin, des jeunes de 10 ans sont dans les cages d'escalier en train de fumer du cannabis et de jouer avec des armes à feu, je vais dire qu'il faudrait savoir qui devrait porter la responsabilité. C'est une responsabilité qui est collégiale, qui est collective, mais c'est pas de la faute des élus. Si des enfants de 10 ans traînent la nuit alors que ces enfants-là ont des parents. Alors l'objectif pour moi, ce n'est pas de stigmatiser les parents, c'est de dire que chacun à notre niveau au sein de la société, nous devons nous organiser pour apporter notre plus belle contribution. Ce n'est pas forcément comme ça que les choses se passent et je crois que ce n'est que par le dialogue que l'on va arriver à trouver les solutions idoines. Parmi les solutions, il y a un volet social, tout comme un volet économique. Vous avez la main, vous avez ces compétences pour agir. Alors, pourquoi laisser les associations porter, être en première ligne et ne pas proposer plus afin d'endiguer notamment cette problématique dans ce quartier de Montlucas? Mais vous savez qu'on ne fera jamais assez. La CTG accompagne le monde économique. Je pourrais vous démontrer que nous n'avons pas vocation à créer des entreprises, mais nous accompagnons les porteurs de projets. Nous accompagnons des entreprises qui sont en difficulté pour leur permettre de garder la tête hors de l'eau, pour leur permettre d'embaucher. Il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des jeunes en formation. Alors bien évidemment, on va me dire qu'on n'en a pas suffisamment fait. Mais encore une fois, pour ceux qui nous concernent, pour ceux qui concernent le débat d'aujourd'hui, je ne voudrais pas que l'on se trompe de registre. Moi, je vous ai bien dit que ce qui me pose problème, c'est le nombre d'homicides qu'on a eu en Guyane depuis le début de l'année, parce qu'il y a une trop grande facilité d'accéder à des armes à feu. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander aux services de l'État de mettre en place avec nous un plan de désarmement du territoire guyanais, parce qu'on aura beau faire toutes sortes d'accompagnements, si on continue à laisser prospérer les armes à feu, si n'importe qui peut se lancer dans le trafic de drogue pour faire la mule, eh bien, on n'aura pas fait le chemin tel qu'espéré. Et donc, il est important que l'on se fixe des objectifs sur le très court terme. Pour moi, c'est la première des priorités. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de continuer le travail sur le moyen, sur le long terme, tel que nous l'avons déjà initié. Nous suivons donc cette idée, ce plan de désarmement. Merci. Du territoire, merci. Merci Gabriel Serville d'avoir répondu à notre invitation ce soir. À bientôt. Il y a de belles histoires malgré ce climat délétère actuel. Des pâtes bio made in Guyane sont à l'honneur ce week-end à la grande exposition du fabriqué en France qui se tient au Palais de l'Élysée à Paris. Elles sont fabriquées, ces pâtes à Kourou, par la société Yana Bio. Le reportage de Guillaume Perrault. Dans sa boutique bio, Florence Losanguiez, fille d'agricultrice et adepte du fait maison, a eu une révélation. Surtout après la crise du Covid, on a pu voir que les rayons étaient vides. Et donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Au bout de quelques mois de travail, Florence crée un atelier de production dans son arrière-boutique. Elle confectionne des purées d'oléagineux, de la pâte piment, des confitures, du sirop, des pâtes fraîches et des pâtes sèches. Ce matin avec Brigitte, c'est fabrication tagliatelle au wassail. Il faut mélanger la farine, l'eau et le jus de fruits frais, verser la préparation dans la machine. Bien mélangé, au bout de quelques minutes, la presse à pâte fabrique de belles tagliatelles violettes. Notre pâte là, il y a de la qualité, du goût et ça me fait ravir qu'on était sélectionnés. Ces pâtes au gingembre, au curcuma, à l'oseille pays, à l'awara ont été sélectionnées pour faire partie des 124 produits mis à l'honneur dans la grande exposition du fabriqué en France à l'Élysée. J'étais très contente de justement avoir gagné le concours, surtout que dans le mail, c'était bien inscrit que sur 2500 candidatures, on avait été sélectionné pour représenter la Guyane à cette grande exposition à l'Élysée. Le succès est collectif, partagé par les 4 salariés de la structure, avec les producteurs locaux, mais aussi des clients fidèles.
Yana Bio représente quand même la Guyane, donc elle a été faite par la Guyane pour la Guyane, comme je dis, et leur avis compte. Et jusqu'ici, d'ailleurs, je tiens à remercier quand même cette communauté, puisque jusqu'ici, cette activité se développe justement grâce au retour de nos clients. D'ici 2 mois, Florence compte proposer ses premiers échantillons de pâtes bio 100% locales à base de farine de patates douces, de manioc et de bananes plantain. Ce samedi 1er juillet est marqué par l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les anciennes colonies hollandaises. Chez nos voisins du Suriname, cette commémoration est appelée Keti Koti, traduction littérale de chaîne brisée. La communauté Bushinangé de Kourou a célébré cet événement. Brigitte Wahab et Karl Constable. Ces jeunes filles dansent l'awassa pour marquer l'abolition de l'esclavage. Une date anniversaire célébrée le 1er juillet dans les anciennes colonies hollandaises. Elle est fêtée ici à Kourou par la communauté Bushinangé réunie chez Eddy Payet, artiste peintre Tembema. Un art traditionnel qu'il aimerait bien voir se perpétuer. Je sais que les anciens, ils ont cassé la chaîne et ils sont partis, ils se sont enfuis. Ils ne pouvaient plus supporter l'esclavage. Ça, c'est un héritage de cette histoire, ok, que les anciens nous ont légué. Okay, et nous, on fait tant bien que mal pour le tenir. On essaye de tenir parce que si on ne tient pas, que la génération future qui sont derrière moi, eh ben, ils ne sauront même pas ce que c'est l'art tembé. Autre savoir traditionnel, cette fois réalisé par les femmes. Des formes brodées sur des tissus. Céline a 18 ans. Sa mère lui a enseigné le maipongi. Chez nous, on a bien ce vêtement-là pour faire des fêtes. Si on organise une fête de notre culture, on est obligé d'habiller le pongi. Présent également, un jeune auteur venu présenter son livre « Francotomie, une amputation vitale en logique de guerre ». Il a animé une conférence sur le thème de l'abolition de l'esclavage. Ici, nous sommes aujourd'hui avec les marrons du Suriname et de Guyane, parce que c'est eux qui ont brisé leur chaîne eux-mêmes. Et c'est une façon de retourner, de reprendre l'initiative historique, de dire qu'en fait, nous sommes nos propres libérateurs. Keti Koti est le nom donné à cet anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Une occasion pour la communauté Noir-Marran de célébrer une culture et des savoir-faire qui continuent de se perpétuer à travers le temps. On poursuit avec la 3e édition de Lire en hamac, dont l'objectif est d'inciter à la lecture en achetant des livres pour les vacances. La manifestation a eu lieu toute la journée dans la galerie commerciale de Montjoly 2, l'occasion pour les libraires, éditeurs, associations ainsi qu'une vingtaine d'auteurs de se réunir, parmi eux Gustave Aufongchois, à l'origine de la rédaction d'ouvrages pour les 7-12 ans d'ici et d'ailleurs. Il est au micro de Céline Fleuzin et Clotilde Séraphin-Georges. L'idée nous est venue, à moi en particulier, d'éditer un magazine pour la jeunesse, pour les 7-12 ans. L'idée est de mettre à la disposition de la jeunesse des éléments de la guyanité, si j'ose dire. Donc nous avons 5 numéros à notre actif. Le premier traite d'Atipa le poisson, Atipa le roman. Le second parle du manioc, de toutes ses formes. Le troisième de Irak Oubo. Irak Oubo est le pseudonyme de Michel Loyer, donc il traite aussi bien de Michel Loyer que de la commune d'Irak Oubo. Le numéro 4 sur l'emblématique fruit, l'awara et tout ce qui touche, tout ce qui tourne autour de l'awara, pardon. Et puis notre dernier né, le numéro 5, qui lui traite du marronnage, de l'esclavage et du marronnage en particulier. Nous avons plusieurs collaborateurs. Ce sont des gens qui, au gré des thèmes, acceptent de participer en donnant des textes, en faisant des vocaux pour qu'on puisse agrémenter. Parce que l'idée du magazine est de donner la parole à des gens invisibles aussi, mais qui ont un savoir, qui ont des connaissances. Et on termine avec le festival Passe pour Passerelle des arts scéniques et scénographiques. C'est ce week-end au théâtre de Makouria. Comédiens amateurs et comédiens professionnels se sont retrouvés. Le reportage de Céline Fleuzin et Clotilde Séraphin-Georges. Première participation à un festival pour ces jeunes comédiens amateurs. Débriefing autour d'un bon repas mérité, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont satisfaits. C'est la première fois que je suis dans une aussi grande scène
Et surtout, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir participer à un festival comme celui de Makuria. Donc je suis vraiment très très content et fier de nous tous. Chaque fois que je monte sur scène, il y a toujours un petit peu de stress. Mais ça va, après ça part. Puis c'est toujours drôle de voir le nombre de public. Et je sais que de toute façon, je serai toujours satisfaite à la fin du théâtre. Pour les 17 élèves de la classe de seconde, animation enfance et personnes âgées du lycée professionnel du Larivot, le festival Passerelle des arts scéniques scénographiques est avant tout pédagogique. Dans le cadre de leur futur métier, elles vont devoir s'exprimer avec le corps, la voix. Et donc c'était un peu pour leur permettre de voir un petit peu comment on pouvait s'exprimer sur la partie théâtrale, danse aussi, avec le corps et la voix. Parce que peut-être que l'an prochain, il peut y avoir un projet théâtral monté dans leur cadre de leur bac. Pendant qu'une autre pièce de théâtre débute dans la salle, à l'extérieur, sur la place des Fêtes, restaurateurs et artisans sont installés. Une deuxième édition avec un programme élaboré à l'échelle locale. Alors hier, on avait la soirée d'ouverture avec le dispositif À toi de jouer qui est monté sur scène. On a le tremplin Jeune Création demain avec 2 pièces qui se jouent. Donc une aujourd'hui qui est en train d'être jouée d'Ayono. Et demain, dimanche, Les Recluses de la compagnie de la Troupe Otep. Le festival Passe s'achèvera demain par un concert de l'artiste Régine Lapassion. Début des festivités, 20h sur la place des Fêtes de Makuria. Et vous savez donc où aller. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient demain dès 6h avec Charlie Torres. Passez une excellente soirée et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.